Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Dr Moram, je suis assistante spécialiste en médecine interne à l'hôpital Saint-Camille au service de médecine interne. Et donc, j'avais proposé ce sujet qui est les dosages des anticorps antinucléaires ou la recherche d'anticorps antinucléaires, quand est-ce qu'on les demande et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, puisque en fait, c'est un motif d'adressage fréquent que je vois moi personnellement en consulte, et je pense plusieurs internistes ici à l'hôpital ou par ailleurs. Souvent, qui dit mais anticorps antinucléaires dit forcément que c'est une maladie auto-immune. Et donc, je me propose par cette présentation de faire une petite conduite devant déjà quand rechercher les anticorps antinucléaires, quand s'inquiéter et quels sont les éléments vraiment alarmants. Donc pour commencer, il faut définir les anticorps antinucléaires. Ce sont des auto-anticorps non spécifiques d'organes qui sont dirigés contre les antigènes nucléaires, à savoir les nucléoprotéines, les protéines entourant l'ADN et l'ARN. Ce sont des protéines ou des protéines qui sont produites par des clones lymphocytaires B autoréactifs et dont l'activation et la différenciation sont la conséquence de processus auto-immuns. On verra par la suite la limite de la pathologie et de la normalité. Ils sont présents lors de multiples maladies auto-immunes. Ce sont des marqueurs qui permettent et ou facilitent le dépistage de ces maladies auto-immunes. J'ai estimé que, vu que vous êtes les premiers prescripteurs d'anticorps antinucléaires, de faire un petit résumé sur les méthodes d'identification et de dosage de ces anticorps antinucléaires. Donc, la première étape, quand on fait une prescription d'anticorps ou de recherche d'anticorps antinucléaires, c'est l'immunofluorescence indirecte, l'IFI. Alors, historiquement, c'était fait sur des coupes de foie gras, mais pour des problèmes de disponibilité, j'épargne l'historique, mais les progrès de la médecine moléculaire et surtout en utilisant les cellules EP2, dites EP2, c'est les cellules qui sont des cellules dérivées de la lignée tumorale des cellules épithéliales humaines de cancer nasopharyngé. En fait, c'est quoi la particularité de ces cellules? Ce sont des cellules à gros noyaux et à gros nucléoles et qui permettent une bonne visualisation des structures nucléaires reconnues par les anticorps du patient. En fait, ce sont des cellules il n'y a que le noyau en fait. Il y a une petite couronne tout autour du noyau, c'est le cytoplasme, mais en fait la cellule elle-même se résume à un noyau. Et puisque ce sont des cellules dérivées de cellules tumorales, donc elles ont la particularité d'avoir une activité mitotique assez soutenue. Et donc en cours de visualisation sur le microscope optique, on va voir de multiples mitoses. Et ça, c'est un phénomène qui est utile à l'interprétation et à l'identification de certains anticorps, de certains types d'anticorps antinucléaires. Donc, on prend ces cellules EP2 et on va les incuber avec le sérum du patient qu'on veut tester, et ce, à des dilutions croissantes, du plus concentré vers le moins concentré. Donc, c'est une technique qui est très sensible et qui est peu coûteuse. C'est entre 10 et 15 euros, ça coûte à la collectivité. Mais, par contre, c'est une technique qui est peu spécifique et qui est très opérateur dépendant, puisque quand on va voir par la suite qu'est-ce que ça va donner sur la microscopie optique. Et donc, vu la grande sensibilité, ça constitue un test qui est un excellent test de dépistage et de recherche de première étape. Donc, on peut occasionnellement, donc on avait dit qu'on voyait surtout le noyau. On peut parfois, dans certaines circonstances, voir des fluorescences qui sont de type cytoplasmique, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas le noyau, mais la couronne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour résumer, pour un peu schématiser, donc ce qui est en bleu, c'est la cellule EP2 qui se résume en fait au final à son noyau, qui présente plusieurs antigènes nucléaires. Là, je les ai mis tous pareil, mais vous allez en trouver de plusieurs formes, de plusieurs couleurs. On incube le sérum du patient, c'est cette partie-là. On met donc du sérum du patient qui a normalement ici des anticorps antinucléaires qui sont représentés ici en vert et sur lesquels on rajoute à des
concentration décroissante des anticorps anti-immunoglobulines humaines qui vont se fixer sur, le niveau, sur cette portion-là, mais qui sont couplés à un fluorochrome. Ce fluorochrome qui, quand il est excité par des rayons UV, va donner cette fluorescence qu'on va voir donc, par la suite, sur les schémas que je vous montrerai par la suite. Donc à cette étape-là, la première étape donc, de cette IFI, on va voir deux informations qui sont importantes. On va voir la première chose, quand vous allez avoir la feuille de résultat des anticorps antinucléaires, on va voir premièrement, on va dire anticorps antinucléaires dosés à un titre de 1 sur quelque chose. Alors, le quelque chose, c'est la dilution du sérum à laquelle la fluorescence disparaît. Et elle est pathologique quand elle est supérieure ou égale à 160. C'est-à-dire que quand vous allez trouver un titre 1 sur 160, c'est positif. 1 sur 80, c'est pas positif. 1 sur 320, c'est positif. À l'exception faite de chez les enfants, on admet que les anticorps antinucléaires sont positifs avec un taux de 1 sur 80 et pour certains types d'anticorps antinucléaires qui sont les SSA, Chose importante, ce titre, il n'est vraiment pas corrélé à l'activité de la maladie. C'est-à-dire que quand après un malade, il est diagnostiqué une maladie diagnostiquée lupique, ayant un syndrome de Sjögren, cette concentration n'est vraiment pas corrélée à la maladie. Dernière chose, et la cinétique de cette concentration aussi, elle ne permet pas un suivi de la maladie. Ce n'est pas parce qu'un malade a une concentration plus importante au cours du suivi que forcément ça dénote que le malade rechute ou s'aggrave. La deuxième information que vous allez avoir sur le compte-rendu qu'on vous rend pour les anticorps antinucléaires, c'est la répartition de la fluorescence lorsqu'on va l'observer. Et on va voir trois types de répartition. On va voir une répartition nucléaire, c'est-à-dire au niveau du noyau en lui-même, donnant un aspect soit homogène, en plage comme ça fluorescente, soit moucheté, et soit centromérique. On peut avoir un deuxième type de fluorescence qui est mitotique, et ça se voit dans les cellules qui sont en cours de mitose. Et la dernière fluorescence qui est la fluorescence cytoplasmique. Donc on va voir des images qui ressemblent à ça lors du dépistage en IFI. Donc ça, c'est la fluorescence homogène. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, on voit bien que le noyau est uniformément fluorescent et vert. La fluorescence mouchetée, ça s'apparente à un ciel dit étoilé. Et la fluorescence nucléolaire, vous voyez bien que c'est fluorescent, tout le noyau est fluorescent, mais il y a vraiment un renforcement au niveau du nucléole. Et là, c'est la fluorescence cytoplasmique. Vous voyez, tous les noyaux sont noirs, en fait, parce qu'ils ne fixent pas les anticorps. Et la fluorescence est située tout autour des noyaux où ça donne vraiment une couronne fluorescente. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, avant, on disait qu'avec, je me permets de revenir, donc fluorescence mouchetée, homogène, nucléolaire et cytoplasmique. Et avant, on disait moucheté, donc ça donne certains types d'anticorps. Homogène, c'est plutôt anti-DNA natif. Les cytoplasmiques, c'est les SRP, les antisynthétases. Et donc, on avait souvent dans les livres et dans les articles ce type de tableau qui nous disait quand c'est une fluorescence homogène, c'est une orientation vers la spécificité antigénique anti-DNA natif ou antinucléosome. La mouchetée, c'est les anti-NA ou les anti-ECT. Et la nucléolaire, c'est les anti-PMSL, TH-TH0. Et la centromérique, c'est les antiprotéines centromériques. Sauf que maintenant, en fait, la seule qui est vraiment admise maintenant, c'est la fluorescence centromérique. En fait, si vous voyez ici sur le pattern qui se montre à l'immunofluorescence, on va voir qu'au niveau du noyau, on va trouver exactement soit 23, soit 46 points. C'est le centromère qui fixe à la fluorescence. Et ça a une particularité que le centromère, cette fluorescence, au moment des mitoses,
on va avoir une migration de cette fluorescence au niveau de la plaque équatoriale et qui va signer la conjugaison des deux chromosomes qui va précéder justement la télophase et l'anaphase. Donc ça, c'était la première. Donc la première, on a dépisté. On a vu que c'est positif. Maintenant, on vient à la deuxième étape qui est l'identification. Et cette identification, elle se fait par plusieurs méthodes qui ont comme caractéristiques communes, elles sont objectives, elles donnent des valeurs quantitatives, mais par contre, elles sont coûteuses et nécessitent une certaine technicité. Souvent, enfin, la technique qui est commune à toutes les fluorescences, c'est la technique ELISA, avec des particularités pour chaque fluorescence. En fait, quand on fait une recherche d'anticorps antinucléaires et qu'on trouve positive, il faut faire une étude spécifique des antigènes dépistés. Et on va donc passer à ces examens de seconde intention qui seront guidés et par la fluorescence, mais aussi par le contexte clinique. Le contexte clinique. Maintenant, quand on voit anticorps antinucléaires et maladies auto-immunes prises diagnostic par diagnostic. Déjà, anticorps antinucléaires à lui seul, sans spécificité antigénique, enfin, sans typage d'anticorps, ne peut pas donner à lui-même un diagnostic. Puisque si on va prendre que les anticorps antinucléaires non spécifiés, on va voir que par exemple dans le lupus, c'est extrêmement fréquent, c'est entre 95 et 100%. Il y a des maladies où, enfin, quasiment, c'est toujours présent, la conjonctivite mixte, le syndrome de Sjögren. Des maladies où ça peut être positif, mais c'est beaucoup moins présent, par exemple pour la polyarthrite rhumatoïde à 40%, la périartérite noueuse entre 15 et 25%. Ce qui nous amène à dire, en fait, que ce ne sont pas des tests en même temps spécifiques. La recherche d'anticorps antinucléaires n'est pas un test spécifique. Elle est très sensible, mais ce n'est pas spécifique du tout. Et donc, on aura besoin du typage, justement, pour orienter ou signer certaines maladies. Par exemple, les anticorps anti-DNA natifs, ce sont des marqueurs sérologiques majeurs au cours du lupus. Le nucléosome aussi, les anticorps antinucléosomes sont des marqueurs majeurs aussi au niveau lors du diagnostic de lupus. Ils sont très sensibles et très spécifiques. Les anti-SCL, par exemple, 70, ils sont très spécifiques de la sclérodermie. Et c'est mutuellement exclusif avec les anticorps anticentromères qui, eux, les anticorps anticentromères sont présents dans la sclérodermie cutanée limitée. Les anti-TIF1 gamma sont très présents lors de la dermatomyosite. Donc voilà, tout type oriente vers une maladie. Si bien que quand on voit chaque anticorps pris à part, et on voit, selon cette étude qui a été publiée en 2005, ce sont, par exemple, l'anticentromère, il est hautement spécifique pour le lupus, pour la sclérodermie, quasiment à 100%. Les anti-SCL70 sont extrêmement spécifiques, à quasiment 100% aussi pour la sclérodermie. Les anti-DNA natifs, ils sont spécifiques à 97% pour le lupus érythématosystémique. Donc, en fait, ce qui nous amène à dire que la valeur diagnostique en elle-même des anticorps antipositifs ne se fait que s'il y a une cible antigénique qui est identifiée. C'est-à-dire qu'une fois on a des anticorps antinucléaires positifs, il faut passer à la deuxième étape qui est l'identification. Et quand ces anticorps, on trouve bien une cible antigénique qui est identifiée, ça a beaucoup plus de valeur diagnostique. Et dans ce cas, est-ce que quand on a des anticorps antinucléaires qui sont positifs, ça signifie forcément qu'on est en face d'un patient qui a une maladie auto-immune? En fait, non. Parce que quand on prend la population générale, on a des situations pathologiques et non pathologiques où on a des anticorps antinucléaires positifs sans que pour autant que ça soit des maladies auto-immunes, des connectivites. Donc, ce sont des faux positifs
et qui, le plus souvent, sont sans antigène cible identifié. Donc, ça sera les situations non pathologiques et les situations pathologiques que je vais détailler là tout de suite. Donc, chez les patients, par exemple, des sujets sains, on trouve dans 5% de la population des anticorps antinucléaires positifs sans qu'il y ait, chez un patient parfaitement sain, aussi bien phénotypiquement que quand on fait des explorations. Un patient âgé de plus de 60 ans a des anticorps antinucléaires positifs dans 20% des cas. Une femme enceinte sur 10, sans que ça dénote de pathologie, a des anticorps antinucléaires positifs. Et dans une famille où on a un parent ascendant, descendant, cousin qui a une maladie auto-immune, un patient sur 4 présentera des anticorps antinucléaires positifs sans que ça soit typé et sans que ça dénote d'une maladie. Les agents infectieux aussi peuvent induire des anticorps antinucléaires. Les chefs de file sont les infections virales. Et souvent, ce sont les infections virales, particulièrement quand il s'agit d'infections virales chroniques. L'infection ABV, les hépatites B, le parvovirus B19, le VIH, la grippe, la rougeole, la varicelle. Les infections bactériennes, encore plus si elles sont chroniques, peuvent aussi donner des anticorps antinucléaires positifs, à savoir la tuberculose, les endocardites. La leishmaniose, en tant que parasitose, peut donner des anticorps antinucléaires positifs, mais ce qui est commun entre tous, c'est qu'en général, lorsque on a des anticorps antinucléaires dosés positifs dans un contexte infectieux, les titres, en général, ils sont faibles, même si il y a des rares cas de titres très élevés, et c'est une c'est une positivité qui est transitoire, c'est-à-dire que si on refait le dosage la recherche d'anticorps antinucléaires dans 3 à 6 mois, en fait, ça va se négativer. Anticorps antinucléaires induits par les médicaments. Et ça, sans que ça soit un lupus induit, en fait, particulièrement. Mais lorsque on est sous traitement chronique par certains médicaments, ça peut donner des anticorps antinucléaires. J'ai mis en rouge les médicaments que j'estime les plus fréquents et d'usage courant. Les cyclines, l'isoniazid, tous les anticonvulsivants, les bêta-bloquants, les IEC, en particulier le captopril, les nouveaux traitements, tout ce qui est biothérapie anti-TNF-alpha, les interleukines, les interférons et les statines. Alors, le titre, dans ce cas, il est vraiment variable et comme on avait dit au tout départ, ça ne dénote pas vraiment de quelque chose de pathologique. Les images en fluorescence, en général, elles sont très variables aussi. Ça donne des fluorescences homogènes, nucléonaires mouchetées. Avant, on disait que les anticorps anti-histone signent un marqueur de lupus induit, ce qui n'est plus le cas actuellement. Les anticorps anti-histone sont présents dans tous les lupus induits, mais par contre, dosés seuls, il dénote plus d'un climat d'auto-immunité générale chez le patient chez qui on dose des anticorps antinucléaires. Mais par contre, la caractéristique la plus importante, c'est que ces anticorps antinucléaires, une fois le médicament arrêté, disparaissent définitivement. Et ce, dans les 3 à 6 mois qui suivent l'arrêt du médicament. Alors, la dernière situation, c'est anticorps antinucléaires et cancer. Là, c'est un peu plus ambigu parce qu'on ne connaît pas beaucoup la limite entre la présence d'anticorps antinucléaires et le cancer. On pense que c'est un épiphénomène, mais on sait tous que lorsqu'il y a une cancérogénèse, lorsqu'il y a un cancer évolutif, en fait, il y a une modification des antigènes de la cellule de surface qui fait que en fait, les marqueurs HLA sont modifiés et donc ça peut en fait générer la synthèse ou la production d'anticorps dirigés contre le SOA. Il y a aussi une modification des cellules présentatrices de l'antigène, mais ça c'est plutôt, on le voit surtout dans les hémopathies type lymphome. Et on sait aussi que certains anticorps antinucléaires peuvent apparaître bien avant, des années bien avant l'apparition d'un cancer, mais aussi au cours de l'évolution de cancer. Et ça, on ne sait pas est-ce que c'est le cancer en lui-même ou ce sont les traitements
qui ont induit cette positivité aux anticorps antinucléaires. Donc, en fait, vous me dites, dans ce cas, mais quand est-ce qu'on va demander alors ces anticorps antinucléaires? J'estime qu'il y a... désolée, non, c'est bon. L'animation n'a pas marché. Donc, il y a trois contextes cliniques, enfin, trois contextes où on doit demander les anticorps antinucléaires. Le rectangle bleu, il va constituer les contextes cliniques. Le rectangle jaune, ça sera des contextes biologiques. Et il y aura un troisième rectangle qui constitue, j'ai mis ça dans un sac de contextes syndromiques. Donc, les contextes cliniques qui vous inciteraient à prescrire les anticorps antinucléaires, premièrement, les polyarthrites. Polyarthrite, surtout traînante, pas aiguë, mais plutôt subaiguë, chez les personnes jeunes, beaucoup plus femmes, chez qui on va trouver aussi des éruptions cutanées qui évoqueraient plus un lupus ou une dermatomyosite. Pour le lupus, c'est une photosensibilité, c'est un érythème en vespertilio, c'est des lésions de vascularite au niveau pulpaire. Pour la dermatomyosite, c'est plutôt l'érythème lilacé des paupières, c'est les papules de Gautran, c'est les stries, c'est l'érythème linéaire au niveau des interphalangiennes. Lorsqu'on a des ulcérations buccales récidivantes, et pareil, lorsqu'il s'agit d'une femme jeune qui n'a pas de problème vraiment stomatologique qui pourrait expliquer. Lorsqu'on est en présence d'une pleuropéricardite, d'autant plus récidivante. Lorsqu'on a un syndrome thrombotique inexpliqué, et ça, souvent, ça va s'associer à la recherche du syndrome des anticorps, de la biologie antiphospholipide. Lorsqu'il y a des manifestations psychiatriques et neurologiques inexpliquées avec une imagerie qui est normale, lorsqu'il y a des myosites inflammatoires, des myosites cliniques, électromyographiques et ou bien sûr biologiques, lorsqu'on a un syndrome de Raynaud suspect, dit secondaire, en fait, c'est quand c'est un syndrome de Raynaud qui survient chez l'homme, il n'y a pas d'antécédents familiaux de Raynaud, qui survient en saison chaude, qui n'est pas symétrique, qui intéresse tous les doigts, non, plutôt qui intéresse pas tous les doigts, mais quelques doigts, où il y a des troubles trophiques. C'est là qu'on va demander les anticorps antinucléaires et bien sûr à la recherche éventuellement de la sclérodermie, mais aussi d'autres maladies. C'est ce qu'il a. Pardon? La dermatomyosite. Après. Lorsqu'on a une sclérose cutanée souvent aussi quand elle est plutôt distale, un syndrome sec inexpliqué, syndrome sec avec xérostomie, xérophthalmie, xérose cutanée, xérosrie. Lorsqu'on a une fièvre prolongée inexpliquée avec un bilan de première intention qui est négatif, donc ça c'est les circonstances cliniques. Donc le carré bleu, c'était les circonstances cliniques. Le carré jaune, c'est les circonstances biologiques. C'est quand on est en présence d'une cytopénie auto-immune, une anémie hémolytique auto-immune, une thrombopénie inexpliquée, d'autant plus que pour un PTI, on peut dire qu'il y a PTI que si on est sûr qu'il n'y a pas d'autres maladies auto-immunes associées. Lorsqu'on est en présence d'une néphropathie glomérulaire avec syndrome néphrotique ou néphritique. Et le dernier groupe, c'est, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est les contextes syndromiques. Lorsqu'on est en face d'une pneumopathie interstitielle inexpliquée par l'exposition professionnelle ou par une autre pathologie, lorsqu'on est en présence d'une hémorragie intra-alvéolaire, et ça c'est souvent un contexte plutôt aigu et en réanimation, lorsqu'on est en présence d'une HTAP, et lorsqu'on suspecte une vascularite systémique. Ça c'est un gros tas, mais en général c'est devant un tableau d'altération de l'état général, avec une fièvre prolongée, avec des signes cutanés évoquant une vascularite, avec une imagerie évoquant une vascularite, avec un épaississement vasculaire, avec des anévrismes, avec des lésions cutanées nodulaires enchâssées. Et lorsqu'on est en présence d'une microangiopathie thrombotique, pareil, ça c'est un contexte plutôt aigu et souvent on fait face soit aux urgences, soit en réanimation.
Donc, dans ce cas, donc ça, c'était les contextes où on doit prescrire, demander les anticorps antinucléaires. Parfois, on a un anticorps antinucléaire qui a été demandé et que le patient n'est pas forcément symptomatique et qui ne présente aucune de ces circonstances-là. Dans ce cas, est-ce qu'il faudrait surveiller ce patient asymptomatique qui a des anticorps antinucléaires positifs significatifs? Alors, moi je dirais oui, mais aussi non. Oui, parce qu'on sait que la présence d'anticorps antinucléaires à titre significatif précède de plusieurs années l'apparition d'un lupus. On sait qu'un anti-DNA natif, d'autant plus que c'est un anticorps antinucléaire qui est typé. Quand c'est un anti-DNA, on sait que les anti-DNA natifs apparaissent à peu près 2 ans avant la survenue de signes cliniques de lupus érythémateux systémique. On sait aussi que les anti-SSA et SSD apparaissent à peu près 3 à 4 ans avant l'apparition d'un lupus. Et les anti-ASM, qui sont les plus sensibles et les plus spécifiques, apparaissent en moyenne 1 an et demi avant l'apparition de signes cliniques évoquant un lupus. Je dirais aussi non, parce qu'en 2014, il y a eu une cohorte multicentrique qui a montré que sur 30 ans, qui a montré sur un peu plus de 4000 patients, un grand nombre de ces patients ne va jamais développer de maladie auto-immune. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, je pense que la pierre angulaire ici, c'est l'éducation du patient. Déjà, avec votre examen clinique, votre interrogatoire, vous allez éliminer tout ce qui est médicamenteux, tout ce qui est antécédent, tout ce qui est état physiologique, tout ce qui pourrait expliquer une positivité anticorps antinucléaire positive transitoire. Et par la suite, vous allez bien alerter le patient aux signes cliniques qui, dans les 6 mois, dans les années qui viennent, s'ils apparaissent, il faudrait qu'il reconsulte pour revoir s'il n'y a pas d'autres éléments biologiques ou cliniques qui orienteraient vers une maladie, et dans ce cas, recontrôler. Donc en fait, le plus important, c'est d'en parler avec le patient et de lui détailler et lui détailler les signes cliniques qui devraient l'alerter à reconsulter. Donc pour conclure, je dirais qu'il faut limiter la prescription des anticorps antinucléaires aux situations cliniques qui ont été indiquées, et ce parce que en fait c'est très gênant, parce qu'on sait qu'ils sont là, on ne sait pas trop quoi en faire, et on ne sait même pas comment les surveiller. Il n'y a pas de corrélation entre le titre des anticorps antinucléaires en IFI et la sévérité de la maladie. Les aspects en IFI orientent, certes, mais il manque beaucoup de spécificité, donc ce qui va nous conduire à faire un examen de seconde intention qui est guidé par le contexte clinique. Il faut interpréter les anticorps antinucléaires selon l'âge, le contexte physiologique, les antécédents familiaux et les antécédents personnels. Donc, il faut finir avec une phrase, je dirais, tout anticorps antinucléaire positif sorti de son contexte clinique n'a aucune valeur, ni diagnostique, ni pronostic. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup.